il est vachement insécure quand même, Flynn Rider. Enfin, Eugène Fitzherbert. Enfin, le bad boy de Réponse, vous m'avez comprise. On l'analyse ensemble dans ce nouvel épisode de Pop Culture et Psycho. Flynn Rider, c'est le beau gosse. Il est souvent perçu comme un bad boy assez charmant dans le film. Il fait rire, il apporte du rythme au scénario, il permet bien entendu au personnage principal d'évoluer. Mais psychologiquement, il est plus qu'un personnage secondaire. C'est vraiment un personnage hyper complexe et son arc narratif est très intéressant. Son personnage, je pense qu'il repose sur une idée centrale très classique. C'est quelqu'un qui s'est construit un faux self séducteur pour compenser son très profond sentiment d'insuffisance, le fait de ne pas se sentir suffisant pour être aimé. Donc Flynn Rider, c'est pas un personnage qui est arrogant, il est plutôt très insécure, il n'est pas sûr de lui, donc il joue un rôle. Et ce rôle, c'est Flynn Rider, c'est le personnage imaginé, fantasmé, qu'il s'est très littéralement inventé pour survivre. Dans les premières secondes où on voit ce personnage apparaître, on comprend tout de suite son fonctionnement, hein. Il utilise l'humour comme défense, il utilise la séduction comme façade, et puis surtout, l'évitement émotionnel, c'est une vraie stratégie. Dès qu'il se connecte à quelqu'un, immédiatement, il met des barrières, il érige des murs très très hauts avec cette personne pour ne pas trop ressentir, pour ne pas s'attacher. En fait, on voit qu'il ne s'autorise pas à être vu tel qu'il est parce qu'il a appris très tôt que l'authenticité, ce n'était pas un espace sûr. On le découvre d'ailleurs plus loin dans le dessin animé. On voit bien qu'en fait, c'était un pauvre enfant orphelin qui a été abandonné, ou du moins qui n'a jamais connu ses parents, et qui, il le dit lui-même, était vraiment spectateur d'une vie qu'il n'avait jamais eue. Et c'est là que, dans les livres, lui vient l'idée de faire naître ce personnage de Flynn Rider. En fait, c'est vraiment un masque, un peu le masque de Zorro, c'est un idéal et c'est son refuge. C'est une version de lui qu'il montre au monde, qui le rendrait invincible. Déjà, ça lui donne à lui-même du courage, mais surtout une version de lui qui serait admirée par le reste du monde et désirée. Pour le pire comme pour le meilleur, hein, on lui court après pour son charme ou parce qu'il a commis des vols, mais dans tous les cas, on le veut. C'est aussi une version de lui qui, du coup, empêcherait qu'on s'approche de lui de trop près. On voit que son rapport à l'intimité est vraiment marqué par la fuite. Chaque fois qu'il y a une émotion vraie et véritable qui se présente, il coupe, soit vraiment il coupe la parole, il ironise, il change de sujet, voire il s'éloigne physiquement. On voit bien qu'il ne sait pas percevoir la gentillesse sans se montrer très méfiant, très suspicieux. Il pense que si on est gentil, c'est que on veut l'avoir quelque part. Et il ne sait pas non plus donner sans avoir l'impression de perdre quelque chose dans l'histoire. Donc il est vraiment très méfiant dans sa relation aux émotions de manière générale, mais aussi aux relations émotionnelles avec les autres personnes. Et ce qui rend, je trouve, la relation entre Flynn et Réponse si belle, déjà parce qu'elle évolue, donc c'est très chouette à regarder, mais c'est surtout que Réponse, elle se trouve vraiment très naïvement sincère en fait. Elle connaît pas d'autre être humain, elle se retrouve face à lui et elle le voit véritablement. Elle voit pas la façade, le costume qu'il montre, hein, elle ne voit pas Flynn Rider, elle voit Eugène Fitzherbert, le petit garçon vulnérable, authentique et tendre, qui est caché derrière et qui est toujours à l'intérieur de lui, qui fait toujours partie de lui. D'ailleurs, c'est sans doute une partie qu'il n'avait pas l'intention de dévoiler à qui que ce soit. Et en retour, par effet domino, ce qui se passe, c'est que Eugène, il se retrouve très désarmé face à Réponse. Parce que c'est une jeune fille qui répond pas du tout à ses codes de séduction. Elle les connaît pas, les codes sociaux, comment un garçon drague une jeune fille. Elle n'est pas du tout prise dans son filet. Et donc, sans le vouloir, ben, il se retrouve obligé à abandonner son costume. Parce que Réponse, elle n'est pas là à valoriser justement sa façade, elle valorise ce qu'il y a derrière, elle réagit à lui, pas à son numéro de charme. Et psychologiquement, c'est un passage clé d'ailleurs qu'on voit petit à petit se rejouer plusieurs fois de manière différente tout au long du dessin animé. C'est que Eugène, à ce moment-là, il réalise petit à petit que on peut être aimé sans être dans la performance, au sens théâtral du terme. On peut être aimé sans devoir jouer un rôle. On peut être digne de liens, liens d'amour au sens large du terme, avec un grand A,
Et puis, je crois aussi il y a aussi une symbolique du masque. On peut être démasqué sans que ce soit violent, et ainsi on peut être vu tel qu'on est vraiment. Sa transformation, du coup, elle n'a pas grand rapport avec la magie, elle n'est pas non plus héroïque, hein. C'est pas une transformation sublime et transcendantale, c'est une transformation vraiment. Transformation transcendantale, c'est redondant. C'est pas une. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une transformation visuellement époustouflante. Euh, c'est une transformation qui est vraiment humaine. On revient à ça, c'est vraiment un dessin animé où la psyché humaine et l'évolution psychologique d'un individu, que ce soit lui, que ce soit Goethel, que ce soit Réponse, on voit que c'est vraiment loin d'être caricatural, c'est très humain. Donc là, en l'occurrence, Flynn Rider, il renonce à l'illusion pour pouvoir accéder à une vraie identité. En gros, il renonce au personnage de Flynn pour pouvoir devenir véritablement Eugène. Et au niveau relationnel, on voit qu'il renonce aussi à la fuite émotionnelle pour devenir enfin un partenaire fiable. Partenaire amoureux, mais pas que. Partenaire avec des amis, partenaire avec Maximus. Et ça, cette évolution-là, c'est vraiment la trajectoire que beaucoup d'adultes qui ont grandi dans une sensation de manque profond euh, vivent au cours de leur vie. Parce que quand on a grandi avec un grand sentiment de vide, parfois inexplicable, mais tout de même une sensation bien réelle, on a tendance souvent à surjouer l'assurance. On veut être celui ou celle qui sait se débrouiller, qui sait tout gérer. On a tendance aussi à adopter des étiquettes, les étiquettes que les autres nous mettent sur le front. On est le charmeur, on est le rebelle, on est le pilier de la famille, on est le confident. Si on adopte ces étiquettes, c'est surtout pour éviter d'être abandonné. C'est en vérité un stratagème pour ne pas se montrer trop vulnérable et pour pas se connecter à notre vulnérabilité profonde. Mais c'est vrai que dans notre chemin développemental, le fait de devenir véritablement adulte, c'est quand on se rend compte que la vraie intimité, elle commence justement quand on ose laisser tomber le masque. Donc le personnage de Flynn Rider, c'est pas simplement un voleur repenti qui devient un super amoureux. Bon, si c'était que ça, ce personnage-là, il ne nous toucherait pas autant. Moi, je le trouve extraordinaire parce qu'il nous montre le chemin d'un enfant blessé qui s'autorise enfin à exister. Et je trouve ça beau, et par son exemple, peut-être que nous aussi, on peut, en voyant ce genre de personnage, on peut se reconnecter avec notre enfant intérieur et on peut s'autoriser à exister pleinement. Ne partez pas, je vais citer quelques références psy, mais je vais faire vite. Et surtout, je vais vous dire de quoi on parle dans la prochaine vidéo. Si ça vous intéresse pas, allez vous faire couler un café. Il y en a pour 1 ou 2 minutes. Ne coupez pas la vidéo, s'il vous plaît. Au niveau des références, je vous ai souvent parlé de Winnicott. Winnicott, s'il devait analyser Flynn Rider, je pense qu'il parlerait surtout du faux self, hein, le fait que Flynn Rider, c'est la façade séduisante que Eugène s'est créée pour plaire. Du coup, il s'est déconnecté de son vrai self, Eugène. Pourquoi il s'est déconnecté? Ben, c'est surtout qu'il a grandi dans un environnement qui n'était pas contenant et qui n'était pas rassurant, comme il a manqué de ce cadre stable et rassurant. Il s'est déconnecté de son vrai soi, son vrai self, son moi profond, comme on peut dire. C'est différents termes pour dire très exactement la même chose. Et puis surtout, il a trouvé une défense, hein, une parade pour réussir à vivre quand même avec son angoisse d'abandon. Si personne ne s'attache à lui et s'il ne s'attache à personne, alors il ne sera jamais abandonné. Donc là, je vous renvoie à Winnicott. Je vais aussi reparler de Bowlby, puisque tout ce qui est attachement, notamment dans le cas de Flynn, attachement évitant, on repart sur du Bowlby. C'est un personnage qui est indépendant, mais de manière forcée. Il a totalement minimisé ses besoins pour finalement ne faire que survivre. Et il fait semblant de s'en réjouir par ce minimalisme qui n'est pas en fait un choix, mais simplement une stratégie de survie. De même, pour sa survie, il met à distance toute connexion émotionnelle. Ça lui permet d'éviter de se sentir vulnérable. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est qu'il a de la difficulté à recevoir de l'amour. On retrouve tout ça dans les attachements insécures. Ici, dirait Bowlby, de l'attachement insécure évitant.
Il y a un thérapeute psychiatre dont je ne vous ai, je pense, pas encore parlé, qui est Donald Nathanson. Je ne pense pas qu'il ait été traduit en français. Moi, à l'époque, j'avais lu Shame and Pride, La honte et la fierté, en langue anglaise, donc, puisque c'est un psychiatre américain, si je ne me trompe pas. Et lui, comme vous vous en doutez, il a travaillé sur la honte et notamment les différents visages de la honte, comment la honte nous pousse à trouver tout un tas de défenses et explique pourquoi nous rabattons sur des comportements tels que l'humour, qui n'est que finalement un moyen de se défendre, comment faire pour dévier l'attention de soi en se créant un masque et finalement mieux vaut être détesté parce qu'on se comporte mal par choix plutôt que d'être détesté parce que nous ne sommes pas aimables et nous sommes quelqu'un de détestable véritablement dans le fond. Et comment surtout, pour masquer l'insécurité, mieux vaut créer une version idéalisée de soi. Tout ça, Donald Nathanson, je ne sais pas s'il a écrit en français, mais vous trouverez sans aucun doute sur Google tout un tas de traductions, en tout cas de ses écrits et de blogs qui parlent de son travail, qui est très intéressant et qui est assez peu fouillé dans tout ce qui est psychanalyse et psychologie à l'européenne, française. Voilà, c'est très anglo-saxon, pour dire ça plus court. J'avais noté aussi Cohut, dont je vous ai déjà parlé. Je vous disais tout à l'heure que très visiblement, Flynn Rider, il n'a pas eu de figure parentale contenante. Ça, c'est vraiment un sujet de Cohut, le fait qu'il ait manqué en fait de miroir et de contenant pour pouvoir grandir de manière sécure. Du coup, il est en quête d'admiration, il s'est créé une identité basée sur la performance, comme si en étant admiré, d'une part, ça pourrait combler pour lui-même son sentiment de vide, et surtout, ça pourrait lui permettre d'être aimé, même si c'est de manière imparfaite, puisqu'on ne l'aimerait que pour son image et pas pour ce qu'il est réellement, mais quelque chose qui serait tout de même plus rassurant que le vide intersidéral dans lequel il a grandi en termes d'affection et en termes d'assurance émotionnelle. Enfin, je voulais donner un dernier petit mot sur Susan Johnson, qui est la thérapeute qui a créé dans les années 80 la thérapie centrée sur les émotions. Bon, là, le monde émotionnel, et notamment la fuite du monde émotionnel, on est en plein dedans avec Flynn Rider, le fait qu'il ait peur de l'intimité, le fait qu'il mette en place des stratégies de protection, et surtout le fait que tout ça, ça s'exprime dans le couple. Bon, elle a travaillé sur les relations de couple notamment, mais on retrouve ça dans n'importe quel duo. Le fait que dans ce duo entre Réponse et Flynn Rider, qui devient un couple, il y a vraiment des protections émotionnelles qui sont érigées de la part de Flynn dès le départ, mais que grâce au lien sécure qui se crée avec Réponse, il réintègre sa vulnérabilité et ça lui permet du coup de baisser la garde, de se reconnecter petit à petit à ses véritables émotions et pas à celles qu'il s'est auto-créées comme façade, et donc de reconnecter avec lui-même, avec son enfant intérieur et à s'épanouir. Voilà, j'ai essayé de faire court. Dans la prochaine vidéo, on va parler des animus. Les animus, c'est les figures archétypales dont Jung a notamment parlé. Ici, vous vous en doutez, je vais vous parler de deux figures archétypales très intéressantes, petites en ce qui concerne Pascal le caméléon, plus imposantes en termes de taille en ce qui concerne Maximus le cheval, mais des personnages donc non humains, mais sans eux, les personnages humains, ils ne pourraient pas avoir ces arcs narratifs évolutionnels. En attendant, vous pouvez soutenir ma page avec vos likes, vos commentaires, vos enregistrements, vos partages. Ça m'encourage, ça aide l'algorithme et puis moi, ça me donne de l'énergie pour continuer ce travail d'analyse de tout ce qui est pop culture. On se retrouve très très vite. Je mets la vidéo dès que possible. En attendant, mais prenez bien soin de vous. Ah, bye bye.